Ça, là, c'est le rapport de taille entre ce que tu lis et ce que tu vas en retenir environ une semaine plus tard. Au bout d'un mois, on passe à ça. Pour que tu te rendes compte de ça, pour que tu te rendes compte de ce désastre, je vais t'expliquer comment, après des centaines d'heures de cours de lecture intelligente, j'ai aidé plus de 120 lecteurs à lire 4 fois plus et à retenir 4 fois plus leur lecture sans rien changer à leur emploi du temps. Et donc, je vais te partager les deux principaux problèmes qui causent ton oubli de même ces lectures qui t'intéressent un maximum, où parfois tu prends des notes et pourtant tu oublies. Et enfin, je vais te donner les trois solutions qui vont te permettre de répondre à ces deux principaux mots pour que tu puisses t'en débarrasser à vie et commencer vraiment à retenir beaucoup plus tes lectures. Déjà, commençons par une vérité qui fait mal à beaucoup de gens et à beaucoup de lecteurs que je rencontre. La mémoire, c'est pas la boîte noire de la Malaysia Airlines de l'avion qu'on a paumé il y a quelques années. Non, on sait comment elle fonctionne et on sait comment tu peux, dès maintenant, commencer à retenir vraiment plus. C'est pas une énigme, c'est pas un miracle. Et si tu n'y arrives pas, c'est simplement parce que tu n'as pas travaillé sur ces choses-là, on ne te les a pas partagées, tout simplement. Et donc, ce que je vais te faire, c'est de partager, moi, ce que je fais dans mes formations et surtout dans mes cours. Je vais te faire une synthèse de ce qui est connu en science actuellement pour comprendre ces problèmes-là, que tu puisses les avoir en tête, les quatre principaux problèmes d'ailleurs que mentionne Stanislas Dehaene, à savoir les quatre piliers de la mémoire, des problèmes dont on va trouver assez facilement les solutions et sur lesquels tu vas pouvoir travailler dès maintenant, et qui vont te permettre petit à petit, avec du travail, et j'insiste, ça demande du travail et une certaine méthode, tu vas pouvoir commencer vraiment à retenir beaucoup plus. Si on commence, ça s'appelle le A, à savoir l'attention. C'est cette dimension selon laquelle la manière et l'intensité de ta concentration au moment où tu captes l'information, au moment où tu lis ce passage, ce chapitre qui t'intéresse énormément, la concentration et la capacité d'attention, on insiste sur ce A, qui va te permettre de capter cette information, elle est décisive. Parmi vous, en tout cas parmi certains lecteurs, même beaucoup de lecteurs que je rencontre, vous pouvez trouver que vous allez vous lancer dans des lectures, parfois le soir, parfois le week-end quand vous êtes fatigué, etc. Et vous allez vous rendre compte que même si vous lisez des choses que vous trouvez particulièrement intéressantes, eh ben malheureusement, l'attention ne sera pas forcément la plus active. J'insiste sur cette notion d'activité, puisque ce que décrit Dehaene, c'est l'idée selon laquelle plus votre lecture, donc plus la période où vous êtes dans cette phase d'attention et de captation d'informations, plus celle-ci se fait à un moment où votre puissance cognitive, votre capacité cognitive sont à leur optimum, plus votre attention sera forte. Et j'insiste pour le dire maintenant, vous allez vous dire très certainement, oui mais attends, moi j'ai pas l'impression d'être inattentionné. Très probablement tu l'es. Pourquoi ? Parce que si tu fais un calcul très simplement mathématique, mettons que tu te fasses une session de lecture de 30 à 40 minutes en moyenne, sur 30 à 40 minutes tu vas peut-être balayer une cinquantaine, parfois une centaine de pages, mais ton attention, ta concentration, ta capacité cognitive est dégressive pendant cette période. C'est-à-dire que tu es attentif au début, puis au fur et à mesure où les pages passent devant toi, tu vas avoir tendance à perdre un petit peu de cette attention, à avoir ton cerveau qui commence à divaguer, etc. Et là, alors que paradoxalement, et même mathématiquement, cette partie entre les 5 premières minutes jusqu'aux 25 ou 30 dernières minutes, eh ben c'est spécifiquement là que tu auras la quantité maximale d'informations qui te sera donnée dans toute ta session de lecture. Les 25 dernières minutes, ce seront là où il y aura le plus d'informations qui seront partagées. Et pourtant, pendant cette phase-là, tu as bien une dégressivité de ton attention. Donc, la solution, et on va la voir plus tard, c'est comment maintenir une activité pendant ta lecture, c'est-à-dire des réflexes, des techniques que je vais te partager juste après, que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant, qui vont te permettre, en tout cas, non pas d'arrêter ou d'empêcher cette espèce de perte de puissance cognitive et de capacité de concentration, mais plutôt de pouvoir la temporiser, ou pouvoir la canaliser, ou pouvoir, en tout cas, la maintenir à un niveau relativement élevé, ce qui permettra à l'attention d'être maintenue au plus fort. Maintenant, si on enchaîne sur la deuxième idée, et qui est absolument fondamentale, et encore une fois, que je vois plein de lecteurs omettre, mais heureusement on les corrige pendant les cours, c'est la partie E, à savoir l'engagement. Une fois que l'attention vous a fait capter cette information, vous l'avez ce paragraphe qui vous intéresse, cette espèce de frise chronologique que vous voyez, cette carte, ce paragraphe qui parle de géopolitique, d'histoire, d'un concept de philosophie, vous êtes en train de le lire, vous êtes attentif.
Mais vous faites ce que j'appelle le lecteur somnolent, le lecteur un petit peu oisif qui fait de la lecture en violon d'ingres. Je vais m'expliquer. Quand j'ai certains lecteurs qui viennent me voir, pas mal de lecteurs en fait, et qui me disent « Ok, j'ai envie d'être plus attentif et envie de plus retenir. » Mais est-ce que tu en as vraiment envie? Et surtout, est-ce que tu es prêt à faire l'effort qui est demandé pour pouvoir vraiment plus retenir pendant ta lecture? C'est là que l'engagement arrive. L'engagement, c'est vos capacités et votre intensité d'interaction avec le texte. Le fait de poser des questions, le fait de questionner, le fait de critiquer, le fait de vouloir développer, de vouloir synthétiser tout ce travail que vous allez faire entre votre esprit et le texte lui-même, toute cette partie-là va avoir, et même proportionnellement plus d'effet, plus vous êtes engagé avec ce texte-là. Donc, je vous vois, et croyez-moi, je me vois aussi très souvent, plonger dans certaines lectures, et où je me rends compte que finalement, je suis en train de faire ChatGPT, c'est-à-dire que oui, on me donne du texte, bon, je le lis, ok, je suis peut-être attentif, je suis peut-être éveillé à ce moment-là, j'ai peut-être le A de l'attention, mais est-ce que je questionne vraiment ce que je suis en train de lire? Est-ce que je suis engagé contre ce texte? Est-ce que, selon une des techniques que je développe dans le tremplin, le cours, est-ce que je fais ce dialogue, cette espèce de dia, donc de pont, un petit peu, dialogos, c'est-à-dire le discours, l'échange, la critique, le débat, avec le texte qui m'est donné, avec l'auteur qui a écrit ce texte? Très souvent, la plupart des lecteurs que je rencontre ne le font pas, ne l'ont même pas en tête, et surtout, quand ils se lancent dans des grandes sessions de lecture ou des grands livres, ils ont d'autant moins cette capacité à critiquer, à rentrer en contact avec le texte. C'est absolument fondamental, c'est le deuxième pilier, on parle de l'engagement. Maintenant, on va aborder les deux qui sont un petit peu plus avancés, qui nécessitent un petit peu plus d'expertise en termes de lecture, mais qui sont eux aussi absolument colossaux et qui sont vraiment le cœur, enfin vraiment l'élément central dont un vrai lecteur intelligent avec un petit peu de travail peut apprendre à faire de chez lui et qui va sur le long terme absolument décupler la mémorisation que vous allez avoir de vos lectures et même le plaisir à vous plonger dedans. Ces deux-là, on va commencer par le premier, à savoir la notion de feedback. C'est-à-dire la notion selon laquelle vous allez pouvoir avoir des retours, des espèces d'aller-retour sur votre lecture, sur ce que vous avez lu. Je dis souvent dans ma newsletter qu'un élément fondamental qui fait d'un lecteur un bon lecteur, un lecteur intelligent de la différence d'un lecteur plutôt normal, c'est l'idée selon laquelle il va partager ses lectures, il va en faire quelque chose, il va faire en sorte de connecter et de partager au monde, d'ouvrir à d'autres lecteurs potentiellement, mais peut-être de s'engager dans des mini-dissertations, etc., des exercices qui vont lui permettre de mettre en dehors, de sortir de son esprit ce qu'il a lu, pour pouvoir avoir des retours de la part d'autres personnes, parfois d'une IA ou n'importe qui, pour pouvoir rentrer dans un espèce de contact entre ce qu'il a tiré de cette lecture et ce que l'environnement extérieur, donc les choses qui lui sont exogènes, pourront connecter et pourront rencontrer avec ce que lui a tiré de cette lecture. En faisant ça, en ayant ces retours, et en fait, si on file un peu la métaphore, c'est ce que vous avez en prépa quand vous passez d'école, c'est ce que vous avez quand vous discutez avec un ami de ce, livre d'histoire de France que vous avez lu, vous allez revenir avec des arguments que vous avez lus, vous allez lui repartager des exemples, vous allez lui dire « oui, mais attends, Napoléon, dans sa vie, il s'est passé ça ». Bref, tout un tas de choses qui, quand vous allez les ancrer dans le réel, vous allez avoir des gens qui vont venir vous dire « non, mais attends, là, t'as pas compris, ça, c'est ça. Là, t'as pas compris ce passage de Napoléon, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. » Et vous allez vous rendre compte que, généralement, ces discussions et ces éléments desquels vous avez suscité une sorte de conflit, une sorte de feedback, eh bien, vous allez les ancrer beaucoup plus facilement dans votre mémoire. Votre mémoire devra faire ce travail d'argumentation, de solidification, de sédimentation du savoir que vous avez lu et, de facto, permettra de l'enregistrer et de le sauvegarder dans votre mémoire bien plus facilement. Ça, c'est le troisième pilier. On parle du feedback. On a A pour attention, E pour engagement, F pour feedback. Et on enchaîne sur le quatrième et dernier élément,
la consolidation, la base de l'éducation, la base d'une connaissance que vous allez mémoriser, et d'un texte et des idées, d'une mind map, de tout ce que vous allez tirer d'une lecture. C'est l'idée selon laquelle vous allez répéter ce travail, faire répéter à votre cerveau la connaissance que vous avez tirée de cette lecture. Et cet acte de répétition, c'est fondamental en ce sens que quand vous révisiez vos cours, quand vous bossez pour une présentation au boulot, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire cet acte de répétition et à force de répétition, ça devient ancré tout simplement en votre mémoire. Et une fois que vous allez faire ce travail à la fois d'attention, d'engagement, de feedback et de consolidation, alors selon la science en place actuellement, selon Stanislas Dehaene, et même c'est quelque chose qui est partagé partout dans la presse scientifique, vous allez commencer à pouvoir retenir vraiment peut-être 3, 4, 5, en fonction de l'expertise, en fonction de la rigueur que vous allez y mettre, vos lectures. Maintenant que vous avez les concepts, maintenant que vous avez les logiques, ce que j'ai envie de vous partager, évidemment, c'est les techniques pour les mettre en place. C'est ça qui va absolument changer la manière dont vous allez lire et qui va vous permettre, même enfin, parfois sans prendre de notes, retenir beaucoup plus. Et maintenant que vous avez ces concepts, ce qui est absolument fondamental, c'est de les connecter à ces techniques. La première dont je vais vous parler, et qui est absolument à mon sens décisif, au sens où c'est celle qui m'a permis, qui m'a fait traverser toute la prépa et tout mon rythme scolaire, c'est aussi un concept et une méthode qu'on utilise en sciences et que vous allez pouvoir trouver notamment chez des neuroscientifiques américains comme Andrew Huberman par exemple, c'est la notion d'active recall. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'active recall ? L'active recall, c'est absolument colossal dans les effets et dans les résultats que ça vous donne. C'est l'idée selon laquelle votre esprit peut facilement se tester lui-même en étant totalement autosuffisant d'une lecture qu'il a pu avoir et d'un contenu qu'il a pu ingérer. L'idée est la suivante. Par exemple, quand je voulais apprendre les petits textes d'Henri Peña-Ruiz, dont je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours, l'idée était la suivante. L'active recall, c'est le fait de se dire, ok, j'ai lu, je sais pas, mettons le mythe de Sisyphe de Camus. J'ai lu ce texte et j'ai lu les 5 pages accolées d'un philosophe qui parle du mythe de Sisyphe. J'en ai compris que le mythe de Sisyphe est une espèce d'analogie, parfois certains diront une espèce d'allégorie de la pensée camusienne, de l'idée de l'absurde, etc. Bref, vous rentrez dans des concepts, vous avez chopé des enjeux clés, vous avez une image mythique, mythologique de cette représentation de la pensée, et ce que vous pouvez faire, l'acte de l'active recall, moi c'est quelque chose que je faisais en prépa, c'est que par exemple, avant de m'endormir, plusieurs fois par semaine, et de manière plus ou moins espacée, vous allez chercher à réinscrire, vous refaire ce discours de ce que vous avez compris du mythe de Camus, en essayant d'être le plus exhaustif sur ce que vous avez tiré pendant cette lecture. Ce faisant, vous activez nécessairement, et là vous le voyez, le concept et le pilier, le quatrième, à la fois cette logique de consolidation, qui va vous permettre par force de répétition et par force parfois de feedback, parce que vous pouvez aussi faire un active recall en discutant avec un ami, en lui disant « Ok, putain, je te raconte pas, j'ai lu un truc sur le mythe de Sisyphe. » Bon, c'est une discussion un peu chelou, mais certains passionnés de philosophie l'auront. Et vous allez vous dire, ok, bah, je vais te parler du mythe de Sisyphe, tu peux me dire si, je sais pas, si toi tu as d'autres éléments en tête, etc., etc. Et ce faisant, bah, vous allez travailler sur le troisième pilier qu'on a vu, à savoir le feedback. Cette logique de active recall est extrêmement forte au sens où elle a une rythmique bien simple. Notez-la, parce que elle est aussi basée sur un concept en neurosciences qui est aussi prouvé dans la science de la mémoire, à savoir la courbe des bingos. Bon, je vous mets tous les papers en description si ça vous intéresse. L'idée de la courbe des bingos, c'est que il y a un espèce d'agenda de la répétitivité de l'information qui est optimal pour la mémoire et qui permet d'ancrer sur le très long terme, parfois sur 6 mois, 1 an, plusieurs années, une information, ou en tout cas un ensemble d'informations. Cette courbe des bingos, elle dit qu'une répétition est efficace 1 heure après la captation de l'information, 1 heure après que vous ayez lu le mythe de Sisyphe, vous allez vous répéter ce narratif-là, ensuite 1 journée après, ensuite 1 semaine, ensuite 1 mois, et ensuite 6 mois environ. Une fois que vous avez fait ça, cet acte de 5 répétitions avec un vrai engagement, une vraie attention de votre part et une rigueur dans votre capacité à retraiter cette information, alors, selon la science, et croyez-moi, ça fonctionne, enfin, c'est ce que je fais avec tous mes élèves et à chaque fois les résultats sont superbes, eh ben,
vous allez retenir davantage, tout simplement. On passe à la deuxième, une deuxième qui peut être plus intéressante parce qu'elle permet, à la différence de l'Active Recall, de se concentrer davantage sur des savoirs plus complexes, parfois plus abscons, parfois plus denses, parfois plus profonds. C'est la notion de journaling. Alors journaling, je la dois aussi à Andrew Huberman, donc encore une fois un neuroscientifique qui se travaille à Stanford, vous pourrez aller voir, et qui va faire ce travail dont moi je vous parle extrêmement souvent. C'est la logique de tenir un journal de lecture. Ça, c'est mon mini-journal, j'en ai deux gros juste à ma gauche, et c'est simplement l'idée, bon, vous voyez rien comme d'habitude, c'est simplement l'idée selon laquelle vous allez tenir un espèce de journal de bord avec des questions récurrentes que vous allez vous poser après chaque lecture, après chaque session de lecture. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous impliquer émotionnellement, ça va vous forcer à faire de l'engagement, à faire parfois du feedback et faire de la consolidation et faire de l'attention en même temps. Pourquoi ? Parce que vous allez vous reconcentrer sur une information que vous venez de capter. Vous allez surtout vous engager avec cette information puisque, mettons que vous ayez lu le déclin de l'Occident, par exemple, pour reprendre un grand écrivain français qui vend beaucoup en ce moment, mettons que vous venez de lire le déclin de l'Occident, et ben vous vous dites, ok, est-ce que les thèses qui sont exposées par l'auteur, est-ce qu'il y a moyen pour que je puisse critiquer ces thèses? Est-ce qu'il y a des moyens par lesquels je peux essayer de les développer, en trouver d'autres exemples? Est-ce qu'il y a certaines parties que je peux essayer de synthétiser, celles qui m'intéressent le plus, à mémoriser? Et évidemment, si vous êtes capable de faire ça, si vous êtes capable d'écrire finalement et de revenir sur cette information, sur ce savoir que vous allez rencontrer, pénétrer et vous confronter, vous allez mécaniquement vous connecter avec cette information, faire un vrai travail qui ne prend pas forcément beaucoup de temps. Moi, je prends des sessions de 3 à 5 minutes pour faire mon journaling. Et avec quelques questions, voilà, qui vous dites, j'essaye de critiquer ce que j'ai lu, je vais essayer d'analyser, je vais essayer de trouver 3 exemples, etc. Avec des questions un petit peu récurrentes, vous allez créer une logique de faire vivre votre lecture avec vous-même. C'est une des leçons les plus fondamentales que j'enseigne avec le tremplin, c'est l'idée selon laquelle le bon lecteur, celui qui veut relire, celui qui veut vivre de ses lectures, celui qui veut faire vivre ses lectures en lui et qui veut qu'elles trouvent des résultats vraiment concrets dans le réel, par définition, il devra faire un travail un peu plus que simplement la lecture et la captation de l'information. Il devra se connecter avec elle, la faire vivre dans son esprit, dans sa pensée, dans son esprit critique, dans son cœur, etc. Et ces choses-là sont absolument fondamentales et sont même prouvées par la science, tout simplement. Ensuite, et je terminerai sur ça, c'est vraiment cette activité de faire vivre le livre avec soi et d'appliquer les concepts et les idées que vous venez de lire au quotidien. Beaucoup de personnes lisent par exemple du développement personnel, de la philosophie, parfois de l'histoire, mais à la fin de cette lecture, essayez d'ancrer dans le réel les compétences et les connaissances, les savoirs, les représentations que vous avez découvertes pendant votre lecture. En discutant avec un ami, en faisant un petit schéma, en faisant une mini-dissertation sur votre journal, en cherchant à apprendre par cœur une citation, à vous la répéter, en faisant un petit oral de 5 minutes où vous vous dites « Ah bah tiens, j'ai lu tel chapitre, je vais essayer de m'en faire une synthèse sur mon dictaphone. » Et bien, juste en faisant ça, vous ancrez, vous faites que des lectures qui de base ne sont que de la théorique, du blabla dans votre cerveau, de la subvocalisation, vous les faites venir dans le réel. Et ce n'est que comme ça, en tout cas c'est une des manières sur le long terme, que moi, en plus de l'Active Recall et en plus du journaling, j'arrive à rendre absolument central, et chacune de mes lectures, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, trouve un ancrage dans le réel extrêmement fort, et c'est comme ça que j'ai développé des formations comme la bibliothèque mentale, qui permettent, sans prendre véritablement de notes, en tout cas en prenant des notes tellement faciles à retenir qu'on va les jeter, de retenir ces lectures sans que ce soit étonnant. La science l'explique, c'est faisable, mais ça demande une certaine rigueur, une certaine appétence à l'envie de travailler et de faire vivre ces connaissances avec soi, et ce faisant, vous allez vraiment décupler votre capacité à retenir, je vous le promets. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été plutôt actionnable pour vous et que ces techniques vous plaisent. Évidemment, je suis ravi de vous partager ça avec vous. Rejoignez la newsletter si vous voulez en savoir plus sur ces techniques et qu'elles vous intéressent. Et évidemment, je vous dis à la prochaine.